Il y a une chose qui m'empêche parfois de dormir. C'est une question qui a l'air absolument idiote. Si je vous la posais dans la rue, vous penseriez probablement que je me moque de vous ou que j'ai perdu la tête. Mais c'est souvent là que se cachent les choses les plus intéressantes, n'est-ce pas? Dans les questions qu'on trouve trop bêtes pour être posées à voix haute. La question est la suivante. De quoi parle-t-on exactement quand on parle du temps? Non, attendez, ne levez pas les yeux au ciel. Écoutez-moi une seconde. Si je vous demande ce qu'est un atome, je peux vous dessiner un modèle ou mieux, je peux vous montrer comment ça se comporte. Si je vous demande ce qu'est la lumière, je peux vous parler de photons, d'ondes, je peux vous montrer un prisme. C'est tangible, ça fait quelque chose, mais le temps, Saint Augustin a dit quelque chose de très juste à ce sujet. Si personne ne me le demande, je sais ce qu'est le temps. Si je veux l'expliquer à quelqu'un qui me le demande, je ne le sais plus. C'est gênant, non? Nous avons tous cette sensation viscérale. Vous sentez que ça passe. Vous regardez votre montre, vous dites « je suis en retard ». Vous avez des souvenirs du passé, vous avez des attentes pour le futur. Tout notre vocabulaire, toute notre vie est structurée autour de ça. Hier, demain, bientôt, jamais. C'est l'outil le plus utile que nous ayons. Mais si vous essayez de l'attraper, si vous essayez de le mettre dans un bocal pour l'examiner, il n'y a rien. Est-ce que le temps est une chose? Je veux dire, une chose physique, comme un fluide qui coule? Est-ce que c'est une dimension, comme la gauche et la droite? Ou est-ce que c'est juste une invention de notre cerveau pour ne pas que tout arrive en même temps? La plupart des gens pensent au temps comme à une rivière. C'est l'image classique. On est dans un bateau, le courant nous emporte du passé vers le futur inexorablement. Le passé est derrière, fixe, il ne bouge plus. Le futur est devant, brumeux, et nous sommes coincés dans ce point minuscule, infiniment fin qu'on appelle le présent. Et on avance. Tic-tac, ça semble évident, c'est le sens commun. Si je lâche cette tasse, elle va tomber et se casser. Elle ne va pas se décasser et sauter dans ma main. Donc, il y a une direction. Le temps a une flèche, c'est ce que nous dit notre intuition. Mais voici le problème. Quand on regarde les lois fondamentales de la physique, celles qui régissent les atomes de cette tasse ou les planètes qui tournent autour du Soleil. Cette rivière disparaît. Elle n'est pas là. Dans les équations qui décrivent comment le monde fonctionne vraiment, au niveau le plus profond, il n'y a pas de flèche. Le film pourrait être joué à l'envers et les lois de la physique ne verraient aucune différence. Alors, qui a raison? Votre intuition qui crie que le temps passe ou les lois de l'univers qui semblent s'en moquer? C'est ça qui me fascine. Nous avons cette illusion ou cette réalité, appelons-la comme on veut pour l'instant, et elle est si forte qu'elle domine notre existence. Pourtant, dès qu'on gratte la surface, dès qu'on arrête de regarder la montre et qu'on regarde la mécanique, le concept s'effondre. Je ne suis pas ici pour vous donner une définition philosophique. La philosophie, c'est très bien, mais ça ne prédit pas où la planète Mars sera demain soir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui marche, ce qui est réel. Et pour comprendre ce qu'est le temps, il va falloir que nous fassions quelque chose d'un peu inconfortable. Il va falloir que nous arrêtions de faire confiance à notre propre sensation d'exister. Parce que, et je vais vous dire quelque chose qui peut sembler absurde pour commencer, il est très possible que le temps tel que vous le ressentez n'existe pas du tout. Pas comme vous le croyez. Vous êtes prêt à regarder ce qu'il y a sous le capot? Faisons une expérience très simple. Regardez votre montre ou l'horloge sur votre téléphone. Disons qu'il est midi pile. Les aiguilles se superposent ou les chiffres changent. À cet instant précis, vous clignez des yeux. Votre intuition, et la mienne d'ailleurs, quand je ne fais pas de physique, vous dit quelque chose de très fort à propos de cet instant. Elle vous dit que ce midi pile, ce clignement d'yeux, est un événement universel. Vous imaginez que si vous aviez un ami sur Mars, ou dans une galaxie très lointaine, et qu'il avait un télescope assez puissant pour vous voir, il y aurait un moment précis pour lui qui correspondrait exactement à votre maintenant. Vous pensez qu'il y a une sorte de coupe transversale de l'univers, une tranche géante de réalité présente qui traverse tout le cosmos en même temps. C'est l'idée du temps absolu. C'est comme si nous imaginions qu'il y a une horloge géante, invisible, accrochée au mur de l'univers, qui fait tic-tac pour tout le monde au même rythme. C'est rassurant, n'est-ce pas? Ça nous donne une structure. On se dit que le temps, c'est comme une scène de théâtre. La scène est là, immobile, rigide. Les acteurs, nous, les atomes, les étoiles, entrent et sortent, bougent, dansent. Mais le temps, lui, il est juste là. Il est le conteneur. Il coule uniformément sans se soucier de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'il se passe quelque chose ou rien du tout, une seconde reste une seconde. C'est ce que nous avons cru pendant des siècles. Même les plus grands esprits avant le XXe siècle pensaient comme ça. Pour eux, le temps était mathématique, rigide, vrai. Si je synchronise ma montre avec la vôtre et qu'on se sépare, quand on se retrouvera, nos montres indiqueront la même heure. C'est du bon sens. C'est la base de toute notre organisation sociale. Sans cette croyance, comment pourrions-nous seulement convenir d'un rendez-vous? Si je fais bouillir un œuf ici pendant 3 minutes et que vous faites bouillir un œuf dans un train qui roule à toute vitesse, ça prendra 3 minutes pour nous deux.
l'œuf sera cuit pareil. Le mouvement ne devrait rien changer au temps, n'est-ce pas? Pourquoi le ferait-il? Le temps est le temps, le mouvement est le mouvement. Ce sont deux choses séparées. C'est ce que j'appelle le modèle intuitif. Il fonctionne très bien pour attraper un bus. Il fonctionne très bien pour cuire des œufs. Il fonctionne si bien qu'on finit par croire que c'est la réalité. Mais c'est là que le piège se referme. Parce que nous confondons ce qui est pratique pour nous avec ce qui est vrai pour l'univers. Nous prenons notre expérience locale, notre petite vie à la surface de la Terre, où tout bouge lentement, et nous l'étendons à l'univers entier. Nous sommes arrogants sans le savoir, nous supposons que le temps est une toile de fond neutre. Mais si je vous disais que cette toile de fond n'est pas neutre, pire encore, si je vous disais que cette horloge universelle n'existe tout simplement pas, gardez cette image de l'horloge géante en tête parce que nous allons devoir la briser en 1000 morceaux. Et attention, je ne parle pas de philosophie, je parle de mécanismes réels. Alors, pourquoi cette horloge géante est-elle fausse? Qu'est-ce qui cloche? Le coupable, c'est la lumière. Pendant très longtemps, on a cru que la lumière voyageait instantanément, que si j'allumais une lampe ici, elle éclairait là-bas immédiatement. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. La lumière est rapide, incroyablement rapide, 300 000 km par seconde. Mais elle prend du temps, elle a une vitesse limite. Et surtout, c'est là que ça devient bizarre. Cette vitesse est la même pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Imaginez que je suis sur ce train dont on parlait, un train très rapide. Je lance une balle de tennis vers l'avant. Pour moi, la balle va à 20 km/h. Pour vous, sur le quai, elle va à la vitesse du train plus 20 km/h. On additionne les vitesses, c'est logique. Mais si j'allume une lampe torche vers l'avant du train, la lumière sort de ma lampe à la vitesse c. Pour vous, sur le quai, elle ne va pas à vitesse du train plus c. Elle va juste à c. La nature a une limitation de vitesse stricte. On ne peut pas pousser la lumière pour qu'elle aille plus vite. C'est un détail technique? Non, c'est ce qui détruit le temps. Faisons une expérience de pensée. Imaginez que je suis au milieu de ce wagon en mouvement. Vous êtes sur le quai, immobile. Soudain, deux éclairs frappent. Un à l'avant du train, un à l'arrière. Pour vous, sur le quai, disons que ces deux éclairs ont frappé exactement en même temps, simultanément. La lumière de l'avant et la lumière de l'arrière arrivent à vos yeux au même instant. Parfait. Il est midi, deux éclairs frappent. Notez-vous dans votre carnet. Mais pour moi, je suis dans le train. Je bouge vers l'avant, je fonce vers l'endroit où l'éclair avant a frappé et je fuis l'endroit où l'éclair arrière a frappé. Comme la lumière a une vitesse finie, elle doit parcourir une distance. Puisque je cours à sa rencontre, la lumière de l'avant m'atteint avant celle de l'arrière. Donc, pour moi, les deux éclairs ne sont pas simultanés. L'éclair avant a frappé d'abord, ensuite l'arrière. Qui a raison? Votre bon sens vous hurle. C'est celui sur le quai qui a raison. Le gars dans le train bouge, il a une perception faussée. Mais rappelez-vous, le mouvement est relatif. Si je ferme les rideaux, je ne peux pas savoir si c'est moi qui bouge ou si c'est la gare qui recule. Les lois de la physique doivent de marcher pour nous deux. Si la vitesse de la lumière est la même pour nous deux, et c'est le cas, c'est prouvé, alors nous avons tous les deux raison. Pour vous, les événements sont simultanés. Pour moi, ils ne le sont pas. Et voilà, crac. L'horloge universelle vient de tomber du mur. Il n'y a pas de maintenant commun. Ce qui se passe maintenant pour vous peut être dans le futur pour moi, ou dans le passé pour quelqu'un d'autre, selon la façon dont nous bougeons. Le mot simultané n'a de sens que si on ne bouge pas l'un par rapport à l'autre. Dès qu'on bouge, on coupe le temps en tranches différentes. Ce n'est pas une illusion d'optique. Si j'avais une bombe qui devait exploser seulement si les deux capteurs avant et arrière détectent de la lumière en même temps. Pour vous, la bombe explose, pour moi, elle n'explose pas. Bon, en réalité, la causalité est se protéger, mais vous voyez l'idée. L'ordre des événements change. Le temps n'est pas ce conteneur rigide où tout le monde s'accorde. Le temps est élastique, il est privé. Chacun porte sa propre bulle de temps. Et si le temps est élastique, ça veut dire qu'on peut l'étirer. Et c'est là que ça devient vraiment vertigineux. D'accord, nous avons perdu le maintenant, c'est déjà perturbant, mais il y a pire. Si vous acceptez que la vitesse de la lumière est la même pour tout le monde, alors vous devez accepter quelque chose de totalement fou. Le mouvement ralentit le temps, pas semble ralentir le temps, le ralentit physiquement. Laissez-moi vous construire une horloge très simple. Oubliez les rouages, oubliez le quartz. Prenons l'horloge la plus pure possible. Imaginez deux miroirs, l'un en face de l'autre. Disons qu'ils sont espacés de 1 mètre. Entre ces deux miroirs, on fait rebondir un photon, une particule de lumière. Ping, pong, haut, bas. Chaque fois que le photon tape le miroir du bas, ça fait un tic. C'est notre seconde, c'est notre mesure du temps. Maintenant, posez cette horloge sur une table devant vous. Le photon monte et descend verticalement. Le trajet est simple, direct, la distance est courte. Mais que se passe-t-il si je mets cette même horloge sur mon train super rapide et que vous la regardez passer depuis le quai? Suivez le photon des yeux.
Pendant que le photon monte vers le miroir du haut, le train avance. Le miroir du haut s'est déplacé vers la droite. Donc, pour toucher le miroir, le photon ne peut pas monter tout droit. Il doit voyager en diagonale. Puis pour redescendre, le miroir du bas a encore avancé. Le photon doit redescendre en diagonale. Regardez le trajet. Pour moi, dans le train, le photon fait juste au bas. Pour vous, sur le quai, le photon dessine des V, des zigzags. Et c'est là que la géométrie de collège nous frappe en plein visage. Quelle ligne est la plus longue? La ligne verticale ou la diagonale? La diagonale. L'hypoténuse est toujours plus longue que les côtés. C'est Pythagore. Donc, vu du quai, le photon doit parcourir une plus grande distance pour faire un tic. Or, on a dit la règle d'or, la vitesse de la lumière ne change jamais. Elle ne peut pas accélérer pour compenser la distance supplémentaire. Elle va à la même vitesse, mais elle a plus de chemin à faire. Conclusion inévitable, elle mettra plus de temps. Entre deux tics de mon horloge en mouvement, il s'écoulera plus de temps que sur votre horloge immobile. Si vous pouviez voir à l'intérieur de mon train, vous verriez tout fonctionner au ralenti. Ma montre tourne plus lentement, mon cœur bat plus lentement, mes pensées se forment plus lentement. Je ne le remarque pas, parce que mes neurones aussi fonctionnent au ralenti. Pour moi, tout est normal. Mais pour vous, je suis en train de vivre au ralenti. Ce n'est pas une illusion mécanique. Ce n'est pas que l'horloge fonctionne mal à cause des secousses du train. C'est que le temps lui-même, l'intervalle entre deux événements, s'est allongé parce que l'espace s'est étiré en diagonale. Plus je vais vite, plus la diagonale est longue. Si j'atteignais la vitesse de la lumière, ce qui est impossible pour la matière, mais imaginons, le temps s'arrêterait complètement. Le photon ne rattraperait jamais le miroir, l'éternité en un instant. Ça sonne comme de la science-fiction, je sais. Vous vous dites, sûrement, c'est une astuce mathématique, mais ça ne s'applique pas à la vraie vie. Détrompez-vous, c'est la loi la plus testée de l'univers. Je sais exactement ce que vous pensez en ce moment. Vous vous dites, d'accord, c'est une jolie construction intellectuelle, les horloges mécaniques se dérèglent peut-être quand elles vont vite. C'est un problème d'ingénieur, mais moi, mon corps, mon temps, c'est là qu'il faut être brutalement honnête. Vous êtes une horloge. De quoi êtes-vous fait? De cellules, de molécules, d'atomes? Et comment ces atomes communiquent-ils entre eux par des forces électromagnétiques, par des échanges d'énergie qui voyagent à la vitesse de la lumière? Si la lumière doit parcourir plus de distance parce que vous bougez vite, alors chaque réaction chimique dans votre corps prend plus de temps. L'influx nerveux dans votre cerveau ralentit. Votre métabolisme ralentit. Le vieillissement de vos cellules ralentit. Ce n'est pas que vous ressentez que le temps passe moins vite, c'est que vous vivez moins de temps. Si vous partez dans un vaisseau spatial à 99% de la vitesse de la lumière pour faire un tour de la galaxie et que vous revenez dans 50 ans, temps terrestre, vous n'aurez peut-être vieilli que d'un an ou deux. Vos amis seront vieux ou morts. Vous serez encore jeune. Vous aurez littéralement voyagé vers le futur. Pas par magie, mais parce que votre maintenant a pris un chemin différent, plus court dans le temps, à travers l'univers. Vous ne me croyez pas? Vous n'avez pas besoin de me croire. La nature nous le crie tous les jours. Regardez les muons. Ce sont de petites particules subatomiques, des sortes de cousins lourds de l'électron. Ils sont créés tout là-haut, dans la haute atmosphère, quand les rayons cosmiques frappaient de l'air. Ces muons ont un problème. Ils ont une espérance de vie ridicule. Ils vivent environ 2 millionièmes de seconde, puis ils se désintègrent. Pouf, disparus. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, en 2 millionièmes de seconde, ils ne devraient de parcourir que 600 mètres. Or, ils sont créés à 10 km d'altitude. Ils ne devraient jamais atteindre le sol. Ils devraient tous mourir bien avant d'arriver à la surface. La physique classique dit qu'il est impossible d'en détecter un seul en bas. Pourtant, si je pose un détecteur ici, maintenant, à côté de moi, clic, 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 on en détecte des milliers par seconde. Ils traversent votre corps en ce moment même. Comment est-ce possible ? Comment peuvent-ils vivre assez longtemps pour parcourir 10 km alors qu'ils devraient mourir après 600 mètres? Parce qu'ils tombent à une vitesse proche de la lumière. Pour nous, qui les regardons tomber, leur horloge interne tourne au ralenti. Leurs 2 millionièmes de seconde s'étirent, ils vivent assez longtemps pour toucher le sol. C'est la preuve directe, tangible, mesurable. Si le temps était absolu, les muons n'existeraient pas au niveau de la mer. Le fait qu'ils soient là prouve que le temps est relatif. Ce n'est pas de la philosophie. C'est la différence entre la vie et la mort d'une particule. Et si nous pouvions nous déplacer aussi vite qu'eux, ce serait la différence entre votre vieillissement et celui de ceux restés sur Terre. Le temps n'est pas une règle rigide. C'est une ressource qui peut être convertie. À ce stade, vous pourriez vous sentir un peu nauséeux. Si mon temps n'est pas votre temps, si la réalité dépend de la vitesse, est-ce que tout est subjectif? Est-ce que l'univers est juste une soupe chaotique où chacun vit dans sa bulle? Rassurez-vous. L'univers n'est pas chaotique,
Il est même extrêmement rigide. Il a juste des règles différentes de celles que nous avons apprises. Il y a une façon très belle de voir les choses qui rend tout cela beaucoup moins effrayant. Imaginez que vous êtes dans une voiture sur un immense lac salé, plat et vide. Cette voiture a une particularité étrange. Elle a une pédale d'accélérateur bloquée au plancher. Elle roule toujours, constamment, à une vitesse fixe et maximale. Disons, pour l'image, 100 km/h. Elle ne peut ni ralentir, ni accélérer. Vous voulez aller vers le nord, vous orientez le volant droit vers le nord. À quelle vitesse progressez-vous vers le nord? À 100 km/h. Quelle met votre vitesse vers l'est? 0. Maintenant, vous décidez de changer de cap. Vous tournez un peu vers l'est. Vous roulez en diagonale vers le nord-est. Votre vitesse totale est toujours de 100 km/h. Ça, c'est la règle. Mais regardez votre progression vers le nord. Elle a diminué. Peut-être que vous n'avancez plus vers le nord qu'à 70 km/h parce que vous utilisez les 30 autres pour aller vers l'est. Si vous tournez complètement à l'est, votre vitesse vers le nord tombe à 0. Quel est ça en le rapport avec le temps? C'est exactement comme ça que fonctionne l'univers. Sauf que les deux directions ne sont pas le nord et l'est. Les deux directions sont l'espace et le temps. Et cette vitesse bloquée au plancher, c'est la vitesse de la lumière. Voici le secret. Tout ce qui existe dans l'univers se déplace toujours à la vitesse de la lumière à travers l'espace-temps. Vous, moi, cette tasse de café, nous fonçons tous à travers l'espace-temps à la vitesse limite, tout le temps. Mais comme nous sommes assis sur une chaise, nous ne bougeons pas à travers l'espace. Donc, toute notre vitesse est dédiée à notre mouvement vers le temps. Nous fonçons vers le futur à la vitesse maximale. C'est pour ça que nous vieillissons. Maintenant, levez-vous et commencez à marcher. Vous commencez à vous déplacer dans l'espace. Pour faire ça, vous devez emprunter un peu de votre vitesse. Vous devez détourner une partie de votre mouvement vers le temps pour l'investir dans l'espace. C'est un jeu à somme nulle. Plus vous allez vite dans l'espace, plus vous devez ralentir votre progression vers le futur. Si vous pouviez aller à la vitesse de la lumière dans l'espace, tourner le volant à fond vers l'est, vous n'auriez plus aucune vitesse disponible pour le temps. Le temps s'arrêterait. Donc, la dilatation du temps n'est pas de la magie. C'est juste un changement de direction. Vous ne faites que virer de bord dans une dimension à 4 axes. Le temps et l'espace sont la même étoffe. Si vous tirez sur l'un, l'autre rétrécit. C'est un échange. Ce n'est pas que le temps était fragile, c'est que vous avez le choix de la façon dont vous dépensez votre vitesse d'existence. C'est généralement le moment où quelqu'un, au fond de la salle, lève la main et dit « C'est fascinant, vraiment. Mais soyons honnêtes, je ne suis pas une particule subatomique. Et je ne vais pas voyager à la vitesse de la lumière. Donc, dans la vraie vie, on s'en fiche un peu, non? C'est une remarque juste. Si la différence se compte en fragments de secondes invisibles, pourquoi s'en préoccuper ? Eh bien, sortez votre téléphone, ouvrez votre application de carte. Regardez ce petit point bleu qui vous dit exactement où vous êtes, à quelques mètres près. Ce petit point bleu est un miracle. Et sans la compréhension que le temps est élastique, ce point bleu serait totalement inutile. Comment fonctionne le GPS ? C'est assez simple en principe. Il y a une constellation de satellites au-dessus de nos têtes, à 21 000 km d'altitude. Ces satellites ne sont rien d'autre que des horloges atomiques volantes très précises. Ils envoient un signal radio qui dit « Il est exactement telle heure et je suis ici ». Votre téléphone reçoit le signal, regarde l'heure qu'il est et calcule combien de temps le signal a mis pour arriver. Comme on sait que les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière, on peut en déduire la distance. Mais voici le piège. La lumière est incroyablement rapide. Elle parcourt 30 cm en un seul nanoseconde. Un nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Une erreur minuscule dans le temps devient donc une erreur énorme dans la distance. Il faut une précision absolue. Or, ces satellites ont deux problèmes temporels majeurs. D'abord, ils foncent à 14 000 km à l'heure autour de la Terre. Comme on vient de le voir avec notre train, la vitesse ralentit le temps. À cause de cela, leurs horloges prennent un retard d'environ 7 microsecondes par jour par rapport aux nôtres, ici au sol. Ensuite, et c'est là que ça se complique un peu, ils sont très loin de la Terre. La gravité courbe aussi le temps, on en parlera juste après, et comme la gravité est plus faible là-haut, le temps passe plus vite pour eux. Cela leur donne une avance d'environ 45 microsecondes par jour. On fait le bilan. D'un côté, la vitesse les ralentit de 7, de l'autre, l'altitude les accélère de 45. Si vous faites la soustraction, 45 moins 7, cela nous donne un décalage total de 38 microsecondes chaque jour. L'horloge du satellite avance plus vite que la vôtre. 38 microsecondes ? Me direz-vous, on ne peut même pas cligner des yeux aussi vite. C'est vrai. Mais pour la lumière, 38 microsecondes, c'est une éternité. C'est le temps qu'il lui faut pour parcourir 11 km. Si les ingénieurs qui ont construit le GPS n'avaient pas écouté Einstein, s'ils avaient dit « le temps est absolu, ne compliquons pas les choses », le système accumulerait une erreur de 11 km chaque jour. Le lundi,
Votre GPS vous dirait que vous êtes chez vous. Le mardi, il vous dirait que vous êtes dans la ville voisine. Le dimanche, il vous situerait au milieu de l'océan. Le système entier s'effondrerait en quelques heures. Pour que vous puissiez commander une pizza ou trouver votre chemin, nous avons dû programmer les règles de la relativité directement dans les puces des satellites. Nous devons corriger artificiellement le temps pour qu'il corresponde à notre réalité au sol. Donc, la prochaine fois que vous regardez votre téléphone, rappelez-vous, ce n'est pas juste de la technologie, c'est la preuve quotidienne, tangible que le temps n'est pas ce que nous croyons. Votre téléphone parle couramment la langue de l'espace-temps, sinon vous seriez perdu. Mais attendez, j'ai mentionné la gravité, n'est-ce pas? J'ai dit que la gravité aussi jouait avec le temps. Et c'est là que nous devons ouvrir la dernière porte, celle qui mène au cœur du problème. Revenons à cette histoire de gravité. J'ai dit que le temps passe plus vite dans l'espace que sur Terre. Ça veut dire que le temps passe plus vite pour votre tête que pour vos pieds. La différence est infinitésimale, mais elle est réelle. Vos pieds sont plus proches de la masse de la Terre, donc ils sont plus freinés dans le temps que votre tête. Et c'est là que nous pouvons enfin répondre à une question d'enfant. Pourquoi les choses tombent-elles? Pendant 300 ans, depuis Newton, on a dit c'est une force. La Terre tire sur la pomme comme avec une corde invisible. Mais Newton lui-même détestait cette idée. Il disait « Comment la Terre sait-elle que la pomme est là? Comment peut-elle agir à distance à travers le vide ?» C'est absurde. Il avait la formule, mais il n'avait pas le mécanisme. Einstein nous a donné la réponse et elle est stupéfiante. Il n'y a pas de corde invisible. La pomme ne tombe pas parce qu'elle est tirée. Elle tombe parce qu'elle cherche le chemin où le temps est le plus lent. Imaginez que vous êtes un soldat qui marche avec son bataillon. Vous devez aller d'un point A à un point B, vous voulez avancer. Mais imaginez que le terrain est boueux d'un côté et sec de l'autre. Si vous marchez dans la boue, vous allez plus lentement. Naturellement, la colonne va tourner, elle va s'incliner vers la zone où on avance différemment. L'univers fonctionne un peu comme ça. Tout objet dans l'univers essaie de suivre une ligne droite dans l'espace-temps. Mais la masse de la Terre déforme le tissu du temps autour d'elle. Elle fait en sorte que le temps s'écoule plus lentement près du sol. La pomme se détache de l'arbre, elle ne veut pas bouger, elle veut juste continuer son existence vers le futur. Mais le futur, le plus direct pour elle, la ligne la plus naturelle dans cet espace-temps tordu, ce n'est pas de flotter en l'air, c'est de se diriger vers là où le temps est au plus lent, c'est de se diriger vers le sol. Nous disons, la gravité tire la pomme. La réalité est plutôt, la pomme glisse vers un endroit où le temps s'écoule moins vite. C'est une idée radicale. La gravité n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace. La gravité, c'est la forme du temps lui-même. Si vous lancez une balle en l'air, elle monte, ralentit et redescend. Vous voyez une parabole dans l'espace. Mais si vous pouviez voir en 4 dimensions, vous verriez que la balle essaie d'aller tout droit. C'est l'espace-temps lui-même qui essaie courber. Et la ligne droite dans un monde courbe. Ça ressemble à une courbe. Donc, ce qui vous colle à votre chaise en ce moment, ce n'est pas la Terre qui vous agrippe. C'est votre corps qui essaie naturellement de suivre la pente du temps ralenti créée par la planète. Vous êtes en train de tomber vers le temps lent et le sol vous en empêche. C'est pour ça que la relativité est si belle. Elle ne fait pas qu'ajouter des corrections au GPS, elle explique pourquoi nous avons les pieds mains sur Terre. Elle remplace des cordes magiques par de la géométrie pure. Mais si le temps est une dimension géométrique, comme l'espace, et si on peut aller vers le futur, plus ou moins vite, une question évidente se pose, une question qui fait mal. Pouvons-nous faire demi-tour? Si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous devriez être en train de vous poser une question très gênante. Je vous ai dit que le temps est une dimension, comme l'espace. Je vous ai dit que c'est une sorte de paysage que l'on traverse. Mais dans l'espace, si je fais 3 pas vers la gauche, je peux faire 3 pas vers la droite et revenir à mon point de départ. Je suis libre. Avec le temps, c'est une dictature. Je peux aller vers demain, mais je ne peux jamais retourner à hier. Pourquoi? Si les lois de la physique sont juste des équations, elles devraient marcher dans les deux sens, non? Et le plus fou, c'est que c'est le cas. Si je zoome sur 2 atomes qui s'entrechoquent, comme des boules de billard, et que je filme la scène, puis que je vous montre le film à l'envers, vous ne verrez aucune différence. Les lois de la physique fonctionnent parfaitement à l'envers pour les atomes. Rien n'interdit à un atome de revenir en arrière. Alors, si le monde est fait d'atomes et que les atomes se fichent de la direction du temps, pourquoi est-ce que nous voyons une différence? Pourquoi, si je lâche un œuf par terre et qu'il éclate, je ne vois jamais l'œuf se rassembler, le jaune rentrer dans la coquille et la coquille sauter dans ma main? Ce n'est pas une loi fondamentale qui l'interdit. C'est juste incroyablement improbable. C'est ce qu'on appelle l'entropie, mais oublions ce mot savant. Parlons de chance. Imaginez que j'ai un jeu de cartes parfaitement trié. Tous les cœurs, tous les pics, dans l'ordre. C'est un état très spécial, très ordonné. Maintenant, je mélange. Est-ce que j'ai brisé une loi physique? Non.
j'ai juste bougé des cartes. Si je continue de mélanger, est-ce que le jeu va revenir à son ordre parfait? En théorie, c'est possible. Si je mélange pendant des milliards d'années, par pur hasard, je pourrais retomber sur l'ordre parfait. Mais en pratique, jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'être parfaitement trié. Mais il y a des milliards de façons d'être mélangé. Le désordre est simplement beaucoup plus probable que l'ordre. C'est ça, le secret du temps. Le temps ne coule pas. Ce que nous appelons le passage du temps, c'est juste l'univers qui passe d'un état peu probable, ordonné, à un état très probable, désordonné. C'est tout. L'œuf entier est une configuration très spéciale, très rare. L'œuf éclaté est une configuration banale. Il y a des millions de façons pour un œuf d'être cassé, mais une seule façon d'être entier. La nature ne déteste pas l'ordre. Elle ne cherche pas à détruire. Elle fait juste ce qui est statistiquement probable. Elle mélange les cartes. Le futur, c'est simplement la direction où il y a plus de désordre. Le passé, c'est la direction où il y avait plus d'ordre. Et c'est là que ça devient profond. Si le temps est juste une mesure du désordre qui augmente, cela veut dire que la différence entre hier et demain n'est pas inscrite dans les atomes eux-mêmes. Elle est inscrite dans la complexité. Votre sensation de vieillir, votre sensation que le temps passe, c'est littéralement la sensation de l'univers qui se mélange, qui perd de l'information, qui dissipe de la chaleur. Vous êtes une machine à créer du désordre. En mangeant, en respirant, en vivant, vous augmentez le chaos de l'univers. Et c'est ce flux de chaos croissant que votre cerveau interprète comme la flèche du temps. Nous ne sommes pas poussés vers le futur par une force mystique. Nous glissons vers le futur parce que statistiquement, c'est la seule chose qui puisse arriver. Mais cela ouvre une porte terrifiante. Si le temps n'est qu'une augmentation du désordre, qu'est-ce qui se passera quand tout sera mélangé? Quand l'univers aura atteint le désordre maximal, si nous prenons tout ce que nous venons de dire au sérieux, si le temps est une dimension comme l'espace, si le passé et le futur sont juste des directions, comme la gauche et la droite, alors il faut se poser une question vertigineuse. Est-ce que le futur existe déjà? Pensez-y. Si je suis à Paris, New York existe. Je ne la vois pas, elle est loin, mais elle est là. Si je vais assez vite, je peux l'atteindre. Si le temps est une dimension similaire, alors demain n'est pas un néant qui attend d'être écrit. Demain est un lieu. Il est là-bas, un peu plus loin sur la route de la 4e dimension. C'est ce que les physiciens appellent l'univers bloc. Imaginez l'univers entier, non pas comme une scène qui change à chaque seconde, mais comme un bloc de glace géant, solide, immuable. À l'intérieur de ce bloc, il y a tout. Il y a le Big Bang à un bout, il y a la fin de l'univers à l'autre bout, il y a les dinosaures, il y a votre naissance, il y a cet instant précis où vous m'écoutez, et il y a votre mort, il y a la naissance de vos arrière-petits-enfants. Tout existe simultanément dans la géométrie de l'espace-temps. Rien ne se passe, tout est. Einstein lui-même, quand son meilleur ami Michel Bessot était mort, a écrit une lettre à la famille de Bessot. Il a dit « Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, bien que tenace. » C'est une phrase magnifique mais terrifiante. Elle suggère que le temps ne s'écoule pas vraiment. C'est nous, c'est notre conscience qui se déplace le long de notre ligne de vie, comme la lumière d'un projecteur qui éclaire une pellicule de film. Le film est déjà dans la boîte, l'histoire est complète. Mais nous, pauvres observateurs coincés à l'intérieur, nous ne pouvons voir qu'une image à la fois. Nous appelons cette image le présent, et nous avons l'impression que l'image suivante est en train de se créer. Mais la pellicule, elle, est déjà imprimée. Est-ce que cela signifie que le libre arbitre n'existe pas? Que tout est écrit? Je ne sais pas. La mécanique quantique, l'étude de l'infiniment petit, introduit du hasard, du flou, peut-être des bifurcations dans ce bloc. Mais à l'échelle de la relativité, le futur semble aussi réel et solide que le passé. Et c'est là que je veux vous laisser, avec ce mystère. La physique, aussi puissante soit-elle, capable de prédire les éclipses et de faire fonctionner vos GPS, ne sait toujours pas expliquer la chose la plus fondamentale de votre vie, la sensation du maintenant. Il n'y a aucune variable pour maintenant dans les équations. Les équations décrivent c'est la carte entière, le trajet complet de votre vie. Mais elles ne savent pas expliquer pourquoi vous avez l'impression d'être ici, à cet instant précis, et pas hier ni demain. Pourquoi votre jeu est-il accroché à cette seconde précise? C'est peut-être la plus grande limite de la science actuelle. Nous savons mesurer le temps, nous savons le courber, nous savons prédire son évolution vers le désordre, mais nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous avons l'impression qu'il passe. Peut-être que le temps est une illusion totale. Peut-être que tout était éternel et que notre cerveau nous raconte juste une histoire chronologique pour que nous ne devenions pas fous en voyant tout arriver en même temps. Alors, la prochaine fois que vous direz « je n'ai pas le temps », souriez. Le temps est là, tout le temps. Il est étalé devant vous et derrière vous, infini et immobile. La seule chose qui manque,
c'est peut-être juste la capacité de voir l'ensemble du tableau. Mais ça, c'est une autre histoire.